première fois que j'ai rencontré tes parents, ça devait être dans les années 64, 63 ou 64, au laboratoire de François Borde à Bordeaux, qui était encore laboratoire de préhistoire, tu sais. Et alors, François Borde m'a présenté, et ton père et ta mère. Ça devait être, je pense, en 64. Et c'est ce jour-là qu'on a fait connaissance. Alors il m'a dit, ah oui, ah, vous êtes de Périgueux? J'ai dit, oui, mais je suis né à Coursac. Ah, Coursac, mais c'est que moi, j'ai des parents à Coursac. Nous sommes certainement cousins, enfin. Voilà. Ah ouais. Et Borde, tu le connaissais depuis quelles années à peu près? Oui, je connaissais Borde depuis 62, 63. J'ai dû commencer à travailler à son labo avec lui dans les années 63, à ce moment-là, 63, 64. C'était avant que tes parents partent en Nubie. Ils sont partis en 65 Ensemble, ils sont partis en 63. Ah oui. Mais mon père, il a été dès 60, parce qu'il a fait plusieurs campagnes, mon père. Oui, alors ce devait être en 63. D'accord. C'était avant... Juste avant leur départ. C'était avant leur départ, voilà, en Nubie, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais tu as déjà été rue Capdeville chez nous, à Bordeaux? Oui, alors? Non, j'y suis allé un peu plus tardivement. On est allé plus tardivement, mais c'est-à-dire, on est allé rue Capdeville, on y est allé quand... alors, pour expliquer le cheminement, pendant les vacances scolaires, j'étais fouilleur chez François Borde, soit comme Grenal, soit d'autres gisements. Et alors une année, François Borde m'a dit, il faut que vous alliez donner un coup de main à Jean Guichard, il a besoin de gens compétents pour fouiller Rabier. J'ai dit bon, alors donc ça devait être en 65 peut-être, ou quelque chose comme ça, 64, 65 peut-être. Et alors donc à partir de 65, si tu veux, bon, alors on logeait à Faux, dans la maison, dans la grande maison du haut de la place. Hein. Il y a eu il faut que j'y retourne. Il y a eu, si tu veux, deux stations à Faux. Il y avait une grande maison en haut de la place. Et puis il y a eu cette maison un peu isolée qui était sur la route la route d'Issy-Jacques. D'accord. Tu t'en souviens, il y avait deux maisons, non? Tu te souviens de la grande maison? Il me semble que je me souviens de la grande maison. Où il y avait un palmier dans le petit jardin devant la porte. Ah, il y avait un palmier? Oui. Ah non, ça je ne me souviens pas. Mais je vais retrouver ça en photo sûrement. Oui. Et donc c'est là qu'on allait manger chez Madame Bouchillou. Alors là, c'était... Je n'ai jamais mangé une cuisine. Jamais, tu m'entends? De toute ma vie, je n'ai jamais mangé une cuisine aussi merveilleuse que chez Madame Bouchillou. Et aussi variée. Et aussi périodique que chez Madame Bouchillou. Oh, le dimanche soir, friture de gardon de la Dordogne que M. Bouchillou est allé pêcher la veille. Bon, ben là, hein, c'était rare. Hein. Ou alors, un grand plat de veau avec des oranges. Bon, enfin... Tu m'étonnes. Non, puis il fallait voir la cuisine. Elle travaillait sur un petit gaz à 2 trous qui était grand comme ça. C'était merveilleux. Alors, tout le monde mangeait dans une grande salle à blé qui était attenante. On ne mangeait pas dans la salle de restaurant. On mangeait dans une grande salle à blé qui était un peu à l'arrière de la cuisine. Une salle à blé, c'est-à-dire? Salle à blé. Ben, ils s'appellent ça, dans la région, là-bas, ils appellent ça la blé, les grandes salles où ils stockaient le blé auparavant. Ah, ok. Et alors, le blé était stocké dans des grandes pièces, et puis... D'accord. Mais donc... même à la grande maison en haut du haut de la place, il y avait une grande salle à blé aussi. D'accord. Et c'est vrai... Excuse-moi de zapper, mais tout d'un coup, je me souviens d'une anecdote, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai ou si c'est moi qui l'ai inventé dans ma tête. Est-ce que c'est vrai que quand un fouilleur avait fait, entre guillemets, une bêtise, on le mettait à Canole parce que c'était terrible, le soleil tapait très fort et tout? Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'à Canole, on n'a pris que les meilleurs. Hein. Pourquoi? Et parce que c'était le plus délicat à fouiller. Il y avait une seule couche, tu vois,
et puis des petits éléments. On a pris les meilleurs fouilleurs pour travailler à Cannes. D'ailleurs, il y avait Patrick Guéry, Jean-Michel Jeunesse, peut-être Jean-Patrick Caille. Mais enfin, vraiment, c'était le best. Hein. Ah, d'accord. Parce qu'en même temps, il fallait tenir un plan précis, des objets bien dessinés et tout. Donc, il fallait des gens, d'une part, qui connaissent assez bien la typologie, voire la morphologie des objets, et pour pouvoir les dessiner convenablement. Ouais. Et là, il y avait combien de fouilleurs, mettons, dans les premières... Alors, en tout. Les années où j'ai été le chef de chantier de ton père, c'est-à-dire, parce que à Rabier, on a toujours été à peu près une douzaine, 10-12. Puis à Barbas, on a été souvent aussi à peu près, ça a toujours été là, autour de la douzaine. Mais pour ça, c'est pas précis, tu comprends, parce qu'il y avait un roulement, il y avait des gens qui venaient 8 jours, puis d'autres qui restaient 15 jours, d'autres qui restaient un mois entier, plus. Voilà. Et il y avait déjà des Américains, là? Ah oui. Ouais. Que Borde... Pour Barbas, hein. Non, mais pour Rabier aussi. Ça, c'était Borde qui les faisait venir. D'où ils venaient, ces Américains? Oui. Ouais, d'accord. C'était des étudiants qui avaient fait une partie des vacances chez François Borde, et puis ils venaient le reste de leurs vacances à Rabier, par exemple. Mais quand tu dis chez François Borde, il fouillait où Borde à ce moment-là? C'était soit comme Grenal, soit le Pêche de Laz. Le Pêche de Laz. D'accord. C'est près de ça, là. D'accord. Après, donc il faisait moitié Borde et moitié... voilà, par exemple. Oui. Donc quand ils arrivaient, ils avaient déjà un peu de technique de fouille quand même. Oui. Et aux États-Unis, ils faisaient des études archéologiques ou pas? Parce que moi, d'une manière générale, oui. D'une façon générale, oui. C'était des gens qui avaient... parce que Borde ne prenait pas d'autres étudiants, hein. Il prenait que des étudiants qui faisaient des études archéologiques. D'accord. C'est logique. Non, parce qu'après, ma mère, elle a pris des gens qui faisaient de la Parsons School of Design. Oui. Et là, par exemple, ça n'a aucun rapport. C'est ça, voilà. D'accord. Mais là, ça demandait un investissement de la part de ta mère bien plus important. Ouais. Parce qu'il fallait reprendre tout, quoi. Il fallait tout expliquer. Pas... Et le week-end, le samedi, vous fouillez ou pas du tout? Le samedi, oui. Ah oui, il n'y avait que le dimanche. Il n'y avait que le dimanche. D'accord. Et donc, ils étaient logés moitié... ils étaient dans des tentes, ils étaient... Voilà, il y avait de la tente, il y avait un peu dans la maison, mais enfin, ta mère avait loué une petite pièce dans la rue, dans une rue de Faux, là, où on logeait, par exemple, avec Francette, par exemple. Et puis, il y avait une partie des fouillards qui couchaient sous la tente. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup d'événements avec la tente. Michel Lenoir est venu fouiller aussi. Ah oui, c'est vrai. Et alors, Michel Lenoir, il était en but à toutes les petites vexations que pouvait leur faire. Enfin, vexations. Petit bizutage. On lui fermait sa tente avec du fil de fer, il ne pouvait plus sortir, enfin bon. Ou alors, on lui volait sa toile de tente. Et ils allaient faire. Alors, le matin, j'arrivais, plus de camp. Il n'y avait personne. Où sont-ils passés? Ils avaient, la nuit, ils avaient démonté le camp, ils étaient allés le monter à Barbas, et ils avaient couché à Barbas le matin. Alors bien sûr, la gueule que j'ai fait, où sont les gars? C'était... Mais alors, ils y allaient comment? Parce qu'il fallait plusieurs voitures pour tout ça. Alors, il y avait la voiture de ton grand-père. C'était... non, c'était une... Opel Kadett? Ah non, c'était une... Ah, la Versailles! Une Versailles, voilà, c'était la Versailles. Mais alors, il fallait autant d'huile que d'essence. Le moteur était usé, bon, c'était... Alors, c'était la voiture, c'était Guérine qui s'occupait de tout ça. Parce que tous les matins, il fallait mettre un bidon d'huile, hein.
pour faire 15 km, enfin même pas 15 km. Alors il y avait la Versailles, il y avait la 4L, où il y avait Voilà, mais c'est ça, c'est ton père qui, alors là, lui, parce que quand il m'a bombardé chef de chantier à Barbas, pendant que lui, pendant ce temps-là, il faisait autre chose, tu comprends? Il allait sur d'autres sites. Il faisait la tournée des popotes, ça, il y avait plusieurs sites. Ben, Il y avait au moins deux, Canol et Barbas. Enfin, ah non, mais Rabier, je veux dire. Non. Rabier, ça a été une chose. Ouais. Quand Rabier a été fini, on est passé à Barbas. D'accord. Ok. Et Barbas-Canol, quoi. D'accord. Puisque Canol, c'est un petit peu, c'était là. Et Rabier, c'était fini parce qu'il n'y avait plus rien? Certainement, oui. C'est parce qu'il n'y avait plus rien. Ah bon? Ah oui, on a... Rabier, vous êtes allé jusqu'au bout? Ah oui, on a tout D'accord. fait. Oui. D'accord. Tout foutu. C'était une épopée, parce qu'à ce moment-là, pour prendre des photos de hauteur, on a fait venir un camion avec une nacelle, tu sais, mais maintenant c'est courant les nacelles, tu sais, les nacelles qui permettent d'aller changer une ampoule. Une ampoule, oui. Mais avant, ça existait que il y avait un camion par département comme ça. Alors ton père était allé chercher dans le Lot-et-Garonne, je ne sais pas où il est allé le chercher, enfin. Alors un type est venu avec une nacelle, ce qui fait que son photographe, oh comment il s'appelle, je ne m'en souviens plus maintenant. Ah, il a été écouse. Alors c'était... Attends. Ouais. Ça va me revenir. Il avait le même nom que le violoncelliste. Baquet. Baquet, c'est ça. Voilà. Baquet, c'était le photographe. Et il a fait de très belles photos. Les très belles photos de Rabier sont de lui, hein, et de la nacelle. C'était une mise en place, c'était terrible, quoi. Bon. Et alors alors Rabier, vous avez terminé, et puis vous avez commencé Barbas et Canol. Barbas-Canol, voilà. Ça fait combien de kilomètres Barbas-Canol, enfin... Ah non, ça fait 500 mètres. Ah oui, d'accord. D'accord. La ferme qui est au bout de Barbas s'appelle la ferme de Canol. D'accord. Ouais, et alors... Et ma mère, elle fouillait où, elle? Elle fouillait pas? Ben non. Non, elle s'occupait de la bouffe. Non, même pas. Non, qu'est-ce qu'elle faisait? Non, on l'a pas vu, elle s'occupait de moi, peut-être, je sais pas. Sans doute, oui, ouais. bien sûr. Parce que tu étais petit à ce moment-là. Ouais. Donc, en 68, tu ne devais pas être bien grand. Hein. Ouais, j'avais 9 ans, quoi. Ouais. Et puis, il y avait l'installation à Logerie, dis donc. Ouais, ah oui, puis il y avait mon grand-père qui commençait à aller mal, il y avait une cousine dans les Pyrénées qui allait mourir, mais elle faisait beaucoup d'allers-retours pour aller à Pau, etc. Oui, c'était les années... On la voyait, si, on la voyait, ta mère, si, on la voyait. Le dimanche, généralement, elle venait faire une visite, quand même. Alors, on se voyait tous à ce moment-là. Mais la situation a changé un petit peu dès 69. 69, Barbas, ils ont fermé Barbas et ils ont terminé Canol. Et moi, je suis resté tout seul à Logeriotte, Est, pour faire une coupe pour l'Inquois. Voilà. Ah, mais il y avait une équipe à Barbas qui mettait les choses au poil, au propre, pour une visite, pour la visite Inquois. Il y a eu une visite Inquois. D'accord. Tu dois avoir un livret. Du programme de l'Inquois? Oui. Tu dois avoir un livret de la visite. Peut-être bien. J'ai des photos, ça c'est sûr. Je les ai vues hier, vite fait, mais comme ça... Et ça existe toujours, l'Inquois? Oui. Ouais. Oh oui, c'est un grand organisme international. Donc toi, tu as fouillé à Logerie. Il s'est transformé, ça ne s'appelle plus l'Inquois maintenant, ça s'appelle
UISPP, Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques. Mais là, ça reste sur la même base, quoi. Avec une ville qui reçoit un très vaste colloque pendant une semaine. Ouais, comme il y avait eu Dakar aussi, mon père y avait été. Oui. Donc toi, tu as fouillé à Logerie quand même. Enfin, du moins, tu as fait une coupe, au moins. Voilà, j'ai mis la coupe propre de Logerie Haute-Est. Tu as rafraîchi la coupe? J'ai rafraîchi la coupe. D'accord. Mais j'étais tout seul là. Ouais. J'étais tout seul et je suis resté tout seul un mois. Pendant un mois, tu as rafraîchi la coupe? Oui. La coupe de Logerie Haute-Est. Hein. Ouais. Et alors, il n'y avait personne, ils étaient à Barbas. J'allais manger matin et soir chez Madame Jugy. L'incontournable Madame Jugy. Oh, mais c'était tout près, j'y allais à pied, tranquillement. Et ça a été pour moi, ça a été. Et alors je couchais dans la maison de Logerie Haute, dans ce qui était le bureau, bibliothèque, où il y avait une sorte de petit divan là. Oui. Il y avait un petit divan, et là je couchais là-dedans. J'étais tout seul. Hein. Donc c'était pendant tes vacances, parce que tu bossais à l'époque. Oui. Ouais. Et donc là, il y a eu les lavaux aussi en 69, non? Alors. Il me semble. Non, ils ont. Non, c'est-à-dire que c'est en 69, parce que ta mère a voulu continuer la fouille qu'avait au fond de l'abri de Logerie Haute-Est. Il restait encore un témoin, mais qu'il fallait finir de fouiller parce qu'il était en train de s'effondrer. À gauche, quand on regarde la coupe. À gauche de la coupe, non? À est, tu dis bien est? À l'est, tu sais. Oui, à l'est. Du côté d'où était la maison du gardien. De Monsieur Laborie, ouais. Voilà. Quand tu rentrais, c'était le fond de l'abri. Oui, mais le fond de l'abri, c'était la coupe. Ça, c'était la coupe, le fond de l'abri. Ah non, mais il n'y avait plus qu'une petite coupe. Il n'y avait pas au niveau de l'abri, à l'avant de l'abri, tu as une grande coupe, une très grande coupe. Mais au fond de l'abri, c'est-à-dire tout à fait au bout, il restait une petite coupe, pas très haute, 1 mètre, 1m50, mais qui s'effondrait. Et alors c'était un problème, il a fallu fouiller ça. Il y a eu une installation, tu te rends pas d'échafaudage qui était installé là-dedans. Ils avaient fait un échafaudage merveilleux où on passait là-dedans, c'était impeccable. Et Jean-Patrick, il a fouillé cette coupe, il me semble. Oui, Jean-Patrick, oui. Et puis ta mère y a fouillé longtemps. Hein. Parce que ce petit lambeau, il était perdu, quoi. Il fallait au moins récupérer, au moins stratigraphiquement, ce qu'on pouvait récupérer. C'était difficile comme tout. Toutes les couches allaient plonger dessous. Et alors là, il y avait... C'était riche en même temps. C'était riche, mais il y avait beaucoup de difficultés stratigraphiques. Parce que les couches s'arrêtaient avant, les couches partaient après, faut savoir, c'était difficile. C'était un coin difficile. D'ailleurs, François Borde l'avait laissé, je crois que... Et alors, il y avait une petite source, une petite fissure dans la roche, donc il y avait un sédiment boueux. Glaiseux, pas facile à voir. Ouais, ça, je me souviens de ça. Ouais, dans mon souvenir, moi, il me semble que les lavaux, ils étaient là en 69. Ben, peut-être bien. Je me souviens que Jean-Marc et moi, on marquait des trucs à l'entrée de la porte, des petits panneaux, fouilles interdites avec des têtes de mort, des trucs de gamin, quoi. Oui, parce que moi, ça a dû être en 69, parce que moi, en 70, après, je travaillais, alors je suis allé travailler à Pont-d'Ambon. Tu as démarré de Pont-d'Ambon en 70? 70. Ah oui. Ouais. Alors, dès 70, j'ai dû y aller, alors au Pont-d'Ambon. Moi, j'ai dû faire 70, 71, 72, 73. Voire même 74. Et t'as arrêté quand? 87. Oh oui, d'accord. Ah, faut absolument que j'y retourne, même s'il y a de l'herbe comme ça, tu me disais... Ah non, c'est pas de l'herbe, c'est un roncier. Oui, mais alors c'est bien, parce qu'au moins comme ça, personne s'en approche. Ouais.
Ça a avantage, mais alors c'est affreux. Hein. Alors qui a connu pendant moi que c'était beau, quoi. Ouais. La prairie bien tenue, les propriétaires qui faisaient attention, qui ils tenaient ça propre, les alentours. Maintenant, c'est revenu à l'état de nature. Mais c'est qui le proprio? C'est plus le même, peut-être? Non, je crois que c'est un anglais. Mais de la route, on voit marqué fouilles interdites avec du grillage et tout? Même pas? Oh, même pas, tu vois le tas de ronces, c'est tout ce que tu vois. J'ai amené une jeune femme qui travaille sur les poissons en ce moment. On travaille sur les poissons de Port-Lambon. Et alors, elle voulait voir le site, ce qui était la moindre des choses. Alors, je l'ai amenée, mais elle n'a pas pu s'y approcher. Hein. On n'a même pas pu voir. Elle a pu voir un peu l'abri, mais guère. Maintenant, tout ça, c'est... Alors, a fortiori, on ne peut pas aller dans la deuxième pelouse derrière non plus, là où on campait. Là où on campait. Non, ou alors, il faudrait descendre par... Des arbres sont tombés, là, il y a des arbres qui sont tombés. Enfin, c'est pas entretenu, quoi. Alors, c'est pas comme c'était chouette. Quand on y était, il y avait une belle prairie. C'était idyllique, mais oui. Non, c'était merveilleux. C'était une belle prairie. Et au musée, tu as bossé sur des collections, de temps en temps? Ah ben, je n'ai pas bossé sur les collections, j'ai bossé sur la bibliothèque. Ah oui, la bibliothèque. Alors ouais, la bibliothèque, de Peyroni surtout. La bibliothèque qui avait déjà la bibliothèque la base. initiale, Ça. le dépôt de livres qu'il y avait, parce que ce n'était pas une bibliothèque, il y avait rien n'était classé, c'était dans des armoires, il y avait une vitrine, mais tout ça il n'était pas classé. Il a fallu tout remonter d'abord, puis le reclasser convenablement. Et c'est toi qui as préconisé l'utilisation des trucs sur rail? Oui, c'est le plus pratique. C'était formidable ça. Oui. À ce moment-là, c'était le plus pratique. Parce qu'en réalité, dans cette partie de cette sorte de sous-toit de l'extension Froidevaux, il n'y avait pas beaucoup de place. Et il fallait que... Et en bas, il n'était pas question de mettre des livres. Donc il a fallu les mettre dans cette partie. Et alors, avec ton père, on a beaucoup cogité, mais il a dit... Un jour, il m'a dit, oh, j'ai un gars, il me propose un système où c'est tout réuni, et puis il suffit d'ouvrir, on ouvre un élément et tout s'ouvre. Alors, donc, mais déjà c'était un luxe par rapport à ce que la bibliothèque était, parce que la bibliothèque, quand je l'ai connue, les livres étaient entassés par terre. C'est-à-dire que, tu vois, c'était pas, personne ne s'en occupait. Bon, en réalité, il faut quelqu'un, quoi. Maintenant, il y a une bibliothécaire au musée. Ah oui, à plein temps. À plein temps. Ah, c'était un sacré système, ce système sur rail à l'époque. Enfin, je veux dire, c'était chouette quand même. Ça marchait bien, parce que c'était bien huilé, c'était merveilleux. Oui. Puis ça permettait un système de stockage bien comme... On avait assez de place, surtout. Hein. Ouais. On avait beaucoup de place. Ouais. On a pu mettre les tirs à part, parce que les tirs à part, les Peyroni, il y en avait énormément, mais tes parents en avaient aussi. Ouais. Bah alors donc, dis donc, sacré boulot à l'époque. Hein. Oh là là, le dépôt, Alors, il y avait Annette Vigier comme secrétaire. Oui. La belle Annette. Elle était belle? Ah, belle fille, oui. Ah, ouais. Mais alors, froide comme un glaçon. Ah. Et il y avait qui? Il y avait Monsieur Rousset. Il y avait Monsieur Rousset, c'est tout. Et il n'y avait pas Jean-Georges Marcillot? Ah non, pas encore. Ah, ouais. Jean-Georges Marcillot est venu après. Je vais essayer de le retrouver, Jean-Georges aussi, parce que moi je m'entendais très bien, il était très gentil avec moi. Ah oui. Il est où? Il est à Périgueux? Ah oui, il travaille au Conseil Général. Il est dessinateur au service d'archéologie départementale. C'est pas vrai. Ben, il doit être pas loin de la retraite alors, parce que... Ah oui. Dans mon souvenir, il était de l'âge de ma sœur, donc il a du 46, 48, 49... C'est ça, oui. Voilà. Ouais, il doit être pas loin de la retraite. Oui. Ah, il faudra que j'essaie. Je le vois, je le rencontre, je le rencontre. Bah dis-lui que la prochaine fois tu lui dis qu'un de ces quatre, je vais l'appeler. Oui. Parce que... il était très gentil. Il dessinait bien en plus. Mais il dessine toujours bien, hein. Ah ouais? Ah oui. Oui. Alors là, par exemple, tiens, il y a un classeur où il y a les cartes de vœux de l'époque.
oui. du musée. Oui, avec oui. l'homme de Cro-Magnon qui Oui, fait oui. du ski sur les trucs de mammouth. Enfin, ça il y en a un paquet. Hein. Ah ben les gens de Creil, ils se demandaient la photo que je leur ai donnée, ils reconnaissaient bien Jean Guichard et puis moi, mais ils se demandaient qui était la personne qui était à côté. C'est moi qui leur ai débrouillé, je leur ai dit c'est Claude Thibault, qui était chercheur au CNRS, qui s'est tué en Algérie ou dans un accident, une connerie d'accident de voiture. Chercheur de qualité, malheureusement. Bon, je ne vais pas te prendre plus de temps, il est déjà 11h moins le quart. C'est déjà très chouette. De toute façon, il ne faut pas mettre trop de pas sur la planche parce qu'après ça devient inattaquable. Ah oui, 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 oui. Déjà, tu vois, tout ce que tu m'as dit, ça me fait bien remonter en arrière, ça me fait réfléchir, ça va me permettre de bien... J'ai un panel de gens que j'ai rencontrés, en particulier tous les géologues de Louvain qui sont descendus, Couteau, Gulentops, toute la bande, tous les grands géologues du quaternaire de Louvain qui sont descendus, que ton père avait rencontré dans un colloque, il leur a dit « Moi j'ai un problème insoluble avec Barbas », ils sont venus, enfin vraiment j'ai rencontré un tas de gens, ça a été un grand morceau de chance. C'était quoi le problème insoluble de Barbas en 2 mots? Ben, la problématique géologique de Barbas conditionnait la compréhension du site. Si on ne comprenait pas, comment dirais-je, la mise en place des différents dépôts, on ne comprenait rien à la stratigraphie du site. Mais on a mis bien longtemps pour comprendre, et je pense qu'on n'a pas tout compris. Ils en sont toujours à chercher. Hein. Boeda et tout ça? Boeda, ils n'ont pas réussi à faire une synthèse, parce qu'en même temps, Barbas, il fait partie de toute cette colline c'est des coulées. De l'os? Ah non, non, pas du tout. Non, c'est des dépôts de collusion, sableux, argileux, qui viennent de la colline du dessus. Alors, donc tout ça, avant d'avoir pris conscience de qu'est-ce que c'était, puis alors avant d'avoir compris qu'est-ce que c'était ces sables roux il y avait de fortes épaisseurs de sable roux, on ne savait pas ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait être, enfin bon, vraiment, avant de comprendre que c'était du tertiaire, ça a été une grande affaire. Hein. Parce que il y a un truc que j'ai pas compris, que essayer de m'expliquer Gilles Deluc l'autre jour. Gilles Deluc me dit que mon père aurait, si j'ai bien compris, mais je me trompe peut-être, entre guillemets, inventé une façon de fouiller en surface. Non, c'est pas vrai. Ah non, non. Non, ça existait déjà. Oui, c'est le truc de Pincevent, c'est le truc de Leroy-Gourhan. Voilà, d'accord, voilà, ok. Voilà. C'est le truc de Leroy-Gourhan. Voilà, bon. c'est la mythe. Oui, mais en même temps, au moment où on a fouillé Rabier, Pincevent commençait juste. Hein, tu sais, on a fait un décapage à la surface en même temps que les gens travaillaient à Pincevent. Les premières années de Pincevent, c'est ça. Hein. Ils ont dû commencer vers 63, 62, 63 à Pincevent. Donc en même temps, il y a eu ces 2 sites où on a appliqué la technique en planimétrie, en décapage à plat. D'accord. Mais en même temps, ça ne pouvait pas nous servir pour Barbas. Parce que Barbas est tellement compliqué qu'il a fallu travailler petit à petit, enfin ce qu'on a fait, petit à petit, pour essayer de se démêler la stratigraphie de Barbas, qui est très complexe, et qui est toujours complexe, hein, qui n'a pas changé. Hein. Parce que Barbas, je me souviens, il y avait une tranchée quand même, hein, oui, une longue tranchée d'ailleurs, mais... très profonde, très longue. Ah oui, mais la tranchée faite à la pelle mécanique, hein, de manière à ton père avait... lui, il avait inventé ce système au moins. Il disait, quand on se trouve devant un truc comme ça, il faut comprendre, donc il faut, même si on perd un petit peu quelques éléments, il faut quand même qu'on voit qu'est-ce que c'est en stratigraphie. Et alors, la pelle mécanique venait faire une grande tranchée, et alors là, on voyait dans la tranchée
où se placer, où pouvait se placer telle industrie. Et tout. Et le contenu de la benne, vous l'avez passé au tamis un peu ou... Oh, on a récupéré ce qu'on a pu, mais non, mais il y avait tellement, à Barbas, il y avait tellement d'objets. Ah oui. Mais il y avait une partie qui avait été érodée pour la mise en place d'une plateforme pour construire des maisons. Avant, Barbas était destiné à être un lotissement. Un lotissement. Mais de 4 maisons. Mais pour ça, ils avaient écrété une grande partie de l'extrémité, là où il y a les hangars maintenant. D'accord. Ce qui fait que la pelle mécanique, enfin, au moment où ils ont mis en place, où ils ont voulu mettre en place cette plateforme, la pelle mécanique a bien sûr, ou le bulldozer, il a mis à jour, bien sûr, plein d'objets. C'est là que ton père est intervenu. Il a dit, oh arrêtez ça. Et c'est pour ça qu'on a fait des fouilles là. Et comment a été découvert Barbas? Mais c'est ton père qui l'a trouvé. Oui, mais en se promenant, en cherchant Oui, les champignons. Ah, mais non, il cherchait des sites. Il cherchait les sites. Ouais. C'est le coup de bol, il a trouvé un biface ou... Non, oh, il a vu l'énormité de matériel. Non, mais il cherchait pas comme ça dans une prairie. Ouais. Il cherchait des endroits où on avait creusé. Ouais. Là, dans ce cas-là... Il y avait ce lotissement qui démarrait. Ce lotissement démarrait, et il a dit... Ah, d'accord. Il a fait venir tous les gens du labo de François Borde pendant une journée pour essayer de récupérer tous les objets qui étaient, si tu veux, qui avaient été mis à jour par le bulldozer. Mais on a travaillé, on a récolté, je ne sais pas moi, la 100e partie de ce qui avait été mis à jour. Et pourtant, on y était au moins 30 ou 40. Tout le monde était venu. Parce que c'était un atelier de débitage? Oh non, parce que c'était... C'est un habitat? C'était quoi? Un habitat, c'était... et tout. Il y avait des foyers et tout à Barbas? Ah, pas beaucoup. Là, on n'en avait pas trouvé nous, mais peut-être... Boeda par la suite. Boeda, par la suite, on en aura trouvé. D'autant qu'il, lui, il a trouvé l'Orignacien, le vrai site Orignacien avec des foyers, et qui était dans la prairie un peu à côté, la prairie à côté. D'accord. Ah, il n'a pas de chance ce site, parce que c'est un site extrêmement intéressant, oui, et qui n'a jamais été vraiment publié alors. Ah oui, seulement ça a permis à Boeda de, comment dirais-je, d'asseoir toute la théorie qu'il a mis sur le débitage levallois ou le débitage non levallois. Enfin, il a fait un gros travail sur la technique, mais c'est grâce à faire. Donc il a fait un travail, mais pas sur Barbas, à partir de Barbas. À partir de Barbas. D'accord, ah oui, d'accord. C'est con. On n'est pas dans le coup. Mais non, c'est pas très simple. C'est pas simple, oui. Mais surtout, l'essentiel, ça a été la découverte par ton père de ce site, tu comprends? S'il n'avait pas découvert, au moment où il l'a découvert, il y aurait 4 maisons, là, on ne verrait plus rien. C'est grâce à ça, et tes parents ont acheté ce petit morceau de terrain, ils ont payé de leur argent. Non. Et oui. Ah bon? Oui. Ça, après, l'État leur a racheté. Ouais, bien sûr. Enfin, non, mais ils ont avancé, quoi. dans les médias, ils ont avancé l'argent. Ils ont acheté ce morceau de terrain. Et au prix où on leur a demandé, c'est-à-dire le prix... constructible. Hein? Constructible. Constructible. Ouais. Putain, ils devaient pas être contents, les proprios. Bon, non, mais là, rien n'avait été vendu, si tu veux. Il y avait seulement un projet de lotissement. Hein. Mais c'était pas un grand projet, c'était pas un projet immense. Tu vois bien la surface, tu vois bien, tu te rappelles. Oui, surtout que j'y suis revenu avec mon père en 80, peut-être 90. Ouais. Il y avait Boeda qui fouillait. Oui. Bon, j'ai en mémoire. Oui, ils ont beaucoup travaillé. Boeda, il a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de gens aussi. Ton père y avait amené beaucoup de gens. Boeda aussi a fait de même. Hein, et le morceau, il a été dur à croquer et je crois qu'il n'est pas encore complètement compris. Hein.
C'est marrant, hein. C'est devenu... pour moi, il n'y a rien d'aussi important que de retrouver... Il y a une part de nostalgie bête derrière tout ça. Il y a aussi des trucs que je comprends pas en moi et je voudrais comprendre. Alors évidemment, ça n'est pas du tout le problème de la préhistoire. Mais enfin, en même temps, c'est quand même une ambiance, tu vois. C'est le cadre général de tout ça. Oui. Mais non, mais on pourra, à la limite, plus tard, peut-être, on pourra approfondir certains aspects des rapports de tes parents avec les gens, par exemple. Oui, parce qu'évidemment, c'est là-dessus que je me pose aussi des fois des questions. Mais enfin, bon... Parce qu'il faut bien dire qu'à partir du moment où ton père a été maire des Aisies, si tu veux, il y a eu un changement. Il a été un peu pris à la gorge par l'immensité du travail à faire. Il voulait en même temps faire agrandir son musée. Il fallait trouver les soutiens, les possibilités de soutien nécessaires, et puis surtout les nécessités politiques. Il a cru qu'en étant maire des Aisies, peut-être, il aurait tout ça, mais bon, ça, je crois qu'il a eu beaucoup trop de travail. Il a eu beaucoup de travail. Il a eu ce travail de la mairie des Aisies qui est pas mince, quoi. Il faut le faire, hein. Alors, je crois qu'il était tous les après-midi à la mairie, mais les matins au musée, enfin, ça faisait beaucoup. Et puis en plus, lui il aimait bien ça, toutes les réunions des commissions à la préfecture, et puis c'était courant, quoi. Bon, ça lui prenait du temps. Hein. Un temps, moi, que je lui reproche de ne pas avoir consacré au travail qu'il a fait.